Suite, on accueille Anne-Marie de l'association Servoz Histoire et Tradition. On va parler ensemble de l'histoire de la maison du lieutenant, à laquelle nous nous trouvons justement. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à toutes les trois. Je suis ravie de rencontrer des jeunes femmes motivées. Ça fait plaisir. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'association rapidement parce que je pense que les gens de la vallée nous connaissent quand même pas mal. Ça fait à peu près 27 ans qu'on œuvre sur Servoz. On est là pour promouvoir un petit peu l'histoire de Servoz, ses monuments et puis ses savoir-faire. Moi, je m'intéresse surtout aux gens. Je pense qu'on avait des gens très expérimentés, qui savaient tout faire, qui savaient valoriser leur patrimoine, qui s'en sortaient d'ailleurs grâce à ça, et la solidarité. J'ajoute la solidarité. Hyper important. Alors, par rapport aux fours, par exemple, les fours étaient partagés. Il y avait à peu près un four pour 2 ou 3 familles. Donc les fours étaient mappés en indivisions, c'est-à-dire qu'ils possédaient à 2 ou 3 familles le four. Et donc le four était allumé en permanence par une des 3 familles. Voilà. Alors l'association... aujourd'hui, c'est Sandy Garnier qui est la présidente, André de Risbourg qui est le trésorier et moi-même, Anne-Marie Daniel, qui suis la secrétaire. Voilà, on œuvre depuis une bonne vingtaine d'années tous. Voilà, alors on recrute, je répète, on recrute. Nous sommes vieux, fatigués et il y a encore tellement de travail à faire sur Servoz. Voilà, stop. On produit des brochures. Sur la maison du lieutenant, nous avons produit 3 brochures. La première qui s'intitule « Le Mont, hameau de Servoz au temps de la République française ». Donc le Mont, c'est un hameau dans lequel on se trouve actuellement. Voilà. Donc c'est le hameau le plus peuplé durant l'histoire de Servoz parce qu'il est sur le coteau, ensoleillé, auprès des prairies. Donc, c'était facile pour les agriculteurs. Par contre, en bas, il y avait encore beaucoup d'humidité suite à la présence d'un lac qui était là. D'ailleurs, il y a le hameau du lac qui appartient aux Ouches encore. Donc, beaucoup d'humidité. C'était très difficile de circuler dans le fond de la vallée. Donc, les coteaux étaient ensoleillés, propices à l'agriculture, déboisés. Il y a des hameaux qui s'appellent les serres, essartés, défriché, qui s'appelle l'Arras, arraché. Donc, on a valorisé les coteaux et on a installé les villages les plus importants sur les coteaux. Donc, la première brochure, je vous ai dit, le Mont, un hameau de Servoz au temps de la République française, parce que les Français sont arrivés en 1792, donc à Servoz. Ils ont fait des émules révolutionnaires à Servoz, dont le fameux lieutenant de la maison du lieutenant, qui a tout de suite adopté les idées de lumière de la Révolution française. Bon, ça lui a été reproché parce que la révolution ne se fait jamais sans exaction. Donc, il a, paraît-il, selon des témoignages, donc on sait ce que valent les témoignages, selon des témoignages extrêmement violents, il aurait tué le curé de Servoz. Bon, peut-être de manière accidentelle, n'empêche que le curé est mort. Ah, le curé est bien mort. Le curé est bien mort. Voilà, donc il aurait participé ou organisé le démontage de la cloche du clocher de l'église de Servoz, parce que c'était un décret d'Albite, un représentant de la Révolution française. Il fallait descendre les cloches pour les fondre et faire des canons et faire des boulets de canons pour la guerre. Voilà. Donc il aurait participé, mais je pense que beaucoup de Servoziens à l'époque ont participé aussi. J'ai un document qui donne quelques noms. Et justement, pour recentrer un peu sur notre maison du lieutenant, tu viens de mentionner donc il y a un personnage qui habitait cette maison qu'on surnommait le lieutenant. Oui. Mais donc pourquoi elle porte ce nom ? Alors, ce nom, à mon avis, est usurpé. On remonte donc au début du XXe siècle.
un architecte qui s'appelle Monsieur Laprade a sillonné la vallée pour relever l'architecture de nos maisons. C'était des maisons qui étaient construites sans architecte. C'est-à-dire que c'est les gens du cru qui savaient tailler les charpentes, qui savaient monter les murs, qui savaient installer les charpentes, les boiseries, etc. Donc, il a été absolument stupéfait de la qualité de ces maisons. D'ailleurs, il y en a encore qui sont... Il n'y en a plus beaucoup, il ne faut pas exagérer. Mais il y a encore des maisons qui sont bâties sur des socles. La mienne, par exemple, je pense qu'elle était là en 1720, elle était là. Donc, elle a été rehaussée, peut-être agrandie, voilà. Donc, il va faire des croquis de ces maisons, de ces fermes, et il va rentrer dans la maison dite du lieutenant. Et il descend à la cave. Les propriétaires de l'époque lui ont sûrement visité la maison de haut en bas. Il va à la cave et il découvre à la cave un linteau au-dessus d'une porte où il est écrit 1798 Joseph-Marie Deville. Alors c'est écrit Devillaz, mais on dit Deville, lieutenant. Et donc, lui, il a dit la maison du lieutenant. Alors, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, pourquoi lieutenant ? Je n'ai trouvé aucun document attestant de cette fonction. Alors, j'ai trouvé, par exemple, qu'il était secrétaire de mairie de Servoz. Ça, c'est acté, c'est sûr et certain. Avec des dispositions très particulières. Il écrit très bien. On est en 1792. Il écrit très bien, il argumente très bien, il défend très bien les Servoziens, à qui on vient prendre les vaches, le foin, les céréales pour nourrir les armées, pour nourrir les Français qui sont là. Et lui s'oppose à ce qu'on prenne les vaches, parce que si on prend les vaches, comment on laboure ? Parce qu'on labourait avec les vaches, on n'avait pas les chevaux. Voilà, donc ce personnage, il est intriguant. Je vais dire intriguant parce qu'il est multiple. Alors, il n'est pas lieutenant. Ça, c'est sûr. Alors, pourquoi lieutenant ? Je pense que son petit-fils, c'est celui qui aurait créé la maison que l'on voit aujourd'hui, a voulu valoriser son grand-père et d'ailleurs un de ses oncles, parce que sur un linteau à l'étage supérieur, il y a écrit Jean-Claude Deville, de Villaz, voilà, 1780, toujours la même date, 1798. Lieutenant. Et il n'est pas lieutenant, parce que j'ai trouvé qu'il était caporal. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que le Jean-Pierre, le petit-fils, a voulu faire mousser un petit peu. Ou alors, il y a un document qu'on n'a pas trouvé, peut-être, qu'un jour, le hasard nous fera tomber sur ce document. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que depuis 2013, que la Comcom... 2013, c'est là où la maison revient à la Comcom. Voilà, je suis un peu bavarde. Non, il n'y a aucun souci, mais je replace pour nos éditeurs et auditrices. Voilà. 2013, la Comcom rachète cette maison qui, normalement, devait être vendue à des particuliers. Et comme le prix, il faut dire la réalité telle qu'elle est, le prix a baissé. C'est une maison extraordinaire, imposante. Donc, la Comcom ne pouvait pas se permettre de dépenser la somme qui était avancée au départ. Et comme cette somme a baissé, au dernier moment, la Comcom a fait une préemption sur cette maison et donc elle a fini par l'acheter en 2013. Et elle lui a voué une vocation, le centre d'interprétation de l'agriculture de montagne. Voilà. Dont on vient de parler avec Armand Courriou, qui a expliqué toute l'émission qui font ici. Voilà. Et ici, justement, avant, c'était une ferme donc, oui. qui appartenait, comme on dit, à la famille donc, Deville ou Devillaz. Alors, on va dire Deville. On dit Deville, voilà. Alors je dis Deville. Parce que donc, c'est écrit Devillaz, vous l'aurez compris. C'est écrit Devillaz, on ne prononce pas le Az. Voilà. Pormena et pas Pormenaz.
Tout à fait. D'accord. Et donc, du coup, cette famille de ville, donc vous avez retrouvé un peu les traces au fur et à Oui. mesure des siècles. Oui. On parle en siècles. Comment vous êtes remonté Vous êtes remonté très loin, déjà. Comment vous avez fait Alors ces déjà, recherches? c'est 10 ans de travail. Je pense que c'est à peu près ça. C'est à partir de 2013 qu'on a cherché. Parce qu'en 2013, quand on interrogeait les Servosiens, personne ne savait quoi que ce soit sur l'origine de cette maison, sur les personnages qui avaient vécu avant les gens en place au XXe siècle. Hein, voilà, personne ne savait. Donc, il a fallu aller chercher des documents aux archives, dans des maisons privées, parce que les gens conservaient. Aujourd'hui, je crois que ça ne se fait plus. On jette. Donc, les gens conservaient dans des boîtes à chaussures des documents qu'ils avaient peine à lire, d'ailleurs, mais qui avaient sûrement trait à leur maison, à leur famille. Donc, des gens du village nous ont confié leur boîte à chaussures. Et donc, avec un collègue, un ami, avec Jean-Claude Blaise, on a commencé à lire tous ces documents. On est allé aux archives, on a essayé de chercher. Et tout doucement, le hasard faisant des fois bien les choses, on est tombé sur la tabelle. Alors, la tabelle, c'est un registre qui va répertorier toutes les parcelles disons de Servoz, hein, mais c'est aussi valable pour les autres communes de tout le royaume Piémont-Sardaigne. Hein. Oui. Voilà. Donc 1728-1738, les géomètres vont mapper toutes les parcelles des villages. Donc on a la tabelle et la map, qui est une carte, la map sarde. Et ces deux documents vont déjà nous renseigner qui, en 1730, pour schématiser, qui, en 1730, habite où, possède quoi, quel type de richesse, est-ce que c'est un terrain, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est une maison, un grenier, un four. Donc, on a des tas de renseignements avec ces deux documents-là. Et on retrouve donc la maison dite du lieutenant, mappée, et on sait en 1728 qu'elle appartient à la famille de Ville. Et elle ne ressemble pas à la maison qu'on connaît maintenant. Ah, pas du tout. Voilà. Parce Elle était divisée en deux, si je ne dis pas de bêtises. Alors déjà, là, moi je fais face là, actuellement à la maison, il y avait 4 maisons. 4 maisons paysannes. On est bien d'accord. Hein. Surtout ne pas se fier à un document de 1400 et des poussières qui dit qu'il y avait là une maison de riches. Non. 4. On a la preuve documentaire. Hein. Voilà. Cette fameuse map, cette fameuse tabelle nous renseigne sur, ici, 4 maisons paysannes. Et la maison du lieutenant va en occuper 2, celles qui sont donc à l'ouest. Voilà, au couchant. Les parcelles numéro 14-13 et numéro 14-12. J'ai bien fait mes devoirs. Bravo. Bon, on reviendra, on va revenir sur ça. Moi, j'aimerais qu'on parle des personnages qui ont fait cette maison. Oui. Mais avant ça, je crois qu'il faut qu'on fasse une légère pause musicale, Kirstine. On va prendre une petite pause musicale et on revient pour parler des personnages de la maison du lieutenant. Qui a rénové cette maison notamment aussi. On est dans le jardin, il y a le four à pain qui est activé, qui est en train de faire de la fumée. Franchement, c'est très sympa et comme on le disait tout à l'heure avec Armand Courriou, vous pouvez venir si juste vous êtes simplement curieux de l'atelier, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit. Nous, donc, on a la maison du lieutenant et ce qui nous intéresse, c'est aussi l'histoire de cette maison et les personnes qui ont habité ici. On a Anne-Marie Daniel de l'association Servoz Histoire et Tradition qui est toujours avec nous. Anne-Marie, tu m'as dit que tu voulais ajouter une précision sur les recherches que vous avez menées. Oui. Il y a un 3e document qui est fondamental, c'est le livre des insinuations. Alors, c'est un livre qui tenu par des notaires de l'époque, donc, hein, et qui recense
toutes les démarches administratives concernant les ventes, les achats, les héritages. Donc, on a lu et relu tous ces documents, donc des heures et des heures de lecture, de recoupement entre les personnages, les textes, etc. Et on aboutit, donc, au bout de 10 ans de travail, à nos brochures. Voilà. Très bien. Et du coup, moi, je voulais qu'on parle des personnages de la maison du lieutenant lui-même, enfin celui qu'on a surnommé le lieutenant plutôt. Est-ce que tu peux un peu nous parler de sa vie C'est un personnage romanesque. Enfin, moi, je le ressens comme ça parce que j'ai vécu quelques journées avec lui, en fait, hein, à force de lire sur lui, etc. Alors, il est né déjà en 1750. Il est enfant posthume. Son papa est décédé, il n'a pas connu. Son père, quand même, un aparté, son père est parti à Paris en 1742. Donc, 1742, on s'imagine donc un petit Servosien qui part à Paris. Peut-être là-bas a-t-il croisé des gens qui s'occupent déjà d'idées révolutionnaires. Il revient à Servoz. Peut-être a-t-il transmis déjà ces idées qui circulent en France. Peut-être son fils, il n'a pas pu être inspiré directement, mais indirectement inspiré. Parce que ce Jean-Pierre de Ville, le père de Joseph-Marie de Ville, donne déjà de l'argent pour les instituteurs. Dans son testament, il lègue de l'argent pour instruire les enfants de Servoz. Voilà. Donc ça, c'était l'aparté. Donc je reviens à Joseph-Marie. Donc il est élevé par sa maman. C'est certainement un personnage important, assez riche, parce qu'il paye parmi les Servosiens le plus d'impôts, parce qu'on a le document. Tout ce que je vous dis là, attention, c'est documenté. Voilà. On fait de l'histoire. Donc, il est assez riche, il a une ferme. On sait, par exemple, en 1723, combien il y a de vaches, combien il y a de cochons, qu'on partage le cheval, etc. Il est encore pas né, hein, mais voilà, sa maman, quand elle hérite de la maison, il y a un inventaire et on sait très bien. Donc, ce personnage-là, il se distingue parce qu'il va s'intéresser à la science, alors que c'est un paysan. Et les scientifiques qui arrivent de Genève et qui vont au glaciaire de Chamonix vont s'arrêter à Servoz. C'est une halte. Il y a en bas au village, on va dire sur l'île de la Diose, une maison du directeur des mines, qui est donc un intellectuel. Et là, les intellectuels qui déboulent dans la vallée de Chamonix vont s'arrêter. Et Joseph-Marie de Ville va leur servir de guide en montagne. Il va se spécialiser sur les aiguilles rouges, sur le buet, sur la redescente par le col de Salenton-Villy, les Aillères, etc. Et il va, au cours de ces randonnées avec des spécialistes de tout poil, géologue, naturaliste, etc. Il va ramasser des minerais, il va ramasser des roches et il va en faire des collections et il va devenir très pointu sur la dénomination de ces roches. Il devient cristallier du coup, quelque part où alors, je n'ai pas trouvé cristallier. D'accord. Je dis franchement, peut-être, parce que c'est un gagne-pain. Pour les Servosiens de l'époque, c'est très recherché, ça a beaucoup de valeur, et donc ils prennent énormément de risques pour aller chercher ce cristal de roche et le revendre. D'après ce que j'ai trouvé, Joseph-Marie de Ville et d'autres, parce que c'est très lucratif, vont faire des caisses de roches qu'ils vont expédier donc à Genève, et ça va être étudié vraiment par des spécialistes à Genève. Donc déjà, il va s'intéresser à la minéralogie. Après, il va s'intéresser aussi à l'agriculture. Parce que ces scientifiques qui passent par Servoz vont apporter des nouveautés. Donc, on sait par exemple que Joseph-Marie, il a planté le premier, la betterave fourragère, ce qui permet de nourrir les animaux.
Donc c'est un plus dans l'agriculture. Il va faire de l'huile avec des noisettes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc il va divulguer des techniques nouvelles en agriculture. Après, j'énumère, hein. J'énumère, il va s'interroger sur ces gros blocs que l'on retrouve dans toute la vallée, qu'on appelle des blocs erratiques. Et le premier va avoir l'idée que ces blocs ont été charriés par les glaciers. N'oublions pas qu'ici, il y avait un glacier d'1 kilomètre de hauteur, c'est-à-dire qu'on ne voyait que la pointe de Pormenat. On ne voyait que la cime des Fises. 1 kilomètre de glace ici sur nos têtes. Et quand les glaciers ont fondu, ils ont donc façonné le paysage et ils ont entraîné, parce que c'est comme un fleuve, un glacier, hein, donc ils ont façonné le paysage et ils ont transporté ces gros blocs qu'on appelle des blocs donc erratiques. Et Joseph-Marie aurait été le premier, dit-on, ça on trouve dans des notes, le premier à envisager le travail des glaciers sur les moraines, des moraines latérales, des moraines frontales, etc. Donc voilà. Donc c'est un très gros personnage. C'est un personnage important de Servoz à l'époque. C'est pas tout. Il va aussi s'intéresser à la politique. Oui. Oui, vous disiez, il s'est intéressé aux idées de la Révolution. Oui, c'est la période révolutionnaire. J'ai trouvé une ligne. Dieu sait si j'ai cherché. Une ligne dans un texte où on dit qu'il est dans l'armée française à Bonneville pour défendre donc la République française contre une réaction du Piémont-Sardaigne. Ici à Chamonix, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ici à Servoz, on a brûlé l'arbre de la liberté. Il y avait ici à Servoz l'arbre de la liberté. C'est quoi l'arbre de la liberté? Alors on célèbre un arbre, c'est une invention révolutionnaire, on célèbre un arbre pour dire, voilà, ce village maintenant est sous le joug de la liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc, je trouve une ligne comme quoi il fait partie de l'armée française à Bonneville. Combien de temps? Pourquoi faire? Je ne sais pas. On ne trouve pas. Peut-être, espérons en avoir davantage. Alors, je continue. Oui, parce que il va donc, j'ai dit, il tue le curé. Il va participer aussi au démontage de l'église, de la tour de l'église. Mais, ça, je veux la rajouter parce que c'est fort important. On pense que ce sont des brutes épaisses. Non, il va écrire aux Français qu'il faut garder une cloche pour sonner le tocsin s'il y a le feu. C'est accordé. Il faut garder l'horloge pour que les Servoziens aussi l'heure. Et c'est accordé. Il va mettre de côté des objets liturgiques. Il va protéger aussi des choses. Donc, les révolutionnaires de Servoz ne sont pas les brutes épaisses qu'on a voulu faire entendre dans certains témoignages individuels acquis à la Restauration. Donc, contre la Révolution. Il faut donc bien faire attention. C'est les fake news de l'époque. Voilà. Alors, autre chose. Un scientifique suédois loue un guide ici à Servoz, à Monsieur Félix, pour traverser le col d'Anterne et rejoindre la vallée du Gifre, donc de l'autre côté des Fises. Et là, je me trompe d'histoire. Il y a tellement d'histoires, je me trompe d'histoire. C'est toujours un Félix qui emmène donc ce scientifique qui s'appelle Eken. Ils vont au Buet. Et là, ce pauvre Eken tombe dans une crevasse et décède. Donc, on ne peut pas aller chercher son corps parce que c'est beaucoup trop profond, c'est très dangereux. Donc, Joseph-Marie Deville va aller, je raccourcis l'histoire, va aller avec un de ses fils, ou deux de ses fils peut-être, Jean-Claude et Bernard, aller chercher le corps d'Eken. Ils sont décorés pour avoir récupéré ce corps par le préfet Aymar de l'époque.
Voilà. Encore quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que le premier, avec des cordes de chanvre, il est descendu dans la crevasse pour aller chercher le corps de ce personnage. C'est hyper aussi incroyable que vous ayez retrouvé autant de détails sur sa vie. Enfin, il a fait plein de choses assez folles, mais c'est quand même assez incroyable que vous ayez réussi à retrouver un peu tout ça, quoi, parce que c'est plein d'histoires. Oui. Ça pourrait être du fait divers. Oui. Un rebelle, il a refusé de payer la taille. La taille, c'est un impôt. En 1772, il refuse de payer la taille. C'est un acte de rébellion incroyable. Enfin bon. Et je voulais juste avancer un petit peu sur l'histoire des personnages de la maison, parce que donc on parle de Joseph-Marie de Ville. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de la dernière personne qui habitait dans cette maison. Donc, nos auditeurs, auditrices l'ont compris, c'est une maison qui a été héritée au fil des années par les enfants de la famille de Ville. Oui. Et cette maison est rachetée en 1963 par Guy Félisa. Oui. Félise. Ben oui, très bien. et donc lui, il est docteur obstétricien et en fait, il est originaire de Servoz. Oui. Parce qu'il avait la maison, enfin, il vivait dans la maison voisine. Voilà, la maison qui est juste à côté de nous. Qui à l'origine est une maison de ville. Parce que tout le quartier est de ville. Son ancêtre s'appelait Louise. De Ville. J'ai vraiment bien travaillé. Bravo. Mais oui, c'est ce que j'ai vu. En 1730, ça appartenait à Louise de Ville, qui donc s'est mariée avec Félise. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a Guy Félise. Et là, une autre maison ici, qui appartenait aussi à une de Ville. Elle s'est mariée avec un Moret. Donc il y avait dans le village, ici en 1735, maisons de Ville. Et donc, du coup, pour revenir à notre Guy Félise, Guy Félise. 1963, il rachète après, tu me permettras de revenir un tout petit peu sur le personnage qui précède, parce que c'est celui qui a construit la maison. Oui. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Oui. Alors, Guy Félise, donc moi j'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un contemporain. Donc, il n'est pas né ici à Servoz. C'est son père qui est né là, qui est parti à Paris et qui est devenu joaillier chez Cartier. C'est un joli destin aussi. Donc, Guy Félise, en 1923, part à New York avec son père, sa mère bien sûr, chez Cartier. Et puis il y a la crise de 29. Et donc il revient, il va vivre à Paris chez ses grands-parents en attendant que ses parents reviennent. Et il va faire plein de choses. Il est chasseur alpin. D'accord. Chasseur alpin. Il se destinerait à la montagne. Et puis, la vie fait qu'il va faire médecine, qu'il va réussir brillamment en médecine. Et il revient sans arrêt en vacances ici, donc dans la maison de ses ancêtres. Et il fait une famille, il fonde une famille, etc. Il a des enfants. Et il voudrait avoir sa propre maison parce que la maison familiale est trop petite pour accueillir tout le monde. Donc, il cherche à acheter, construire ici à Servoz. Et il voit de sa fenêtre la maison du lieutenant qui se délabre terriblement, qui est devenue presque une ruine. Et c'est ça parce qu'il va la réparer toute sa vie, il va l'entretenir. Toute sa vie, il l'achète. Il l'achète donc à la famille Borja. Qu'est-ce que je raconte ? À la famille Blonda. Alors, Blonde. D'abord Blonde, Achille Blonde, et puis merci. Et après la famille Bouchard, voilà. Donc il achète cette maison, les dépendances aussi, et il va la valoriser toute sa vie. Toute sa vie, il va la restaurer, ce qui fait que l'intérieur de la maison est un peu dénaturé. Forcément, il va la rénover en fonction de ses besoins, en fonction de la vie moderne, en fonction de ses goûts. Par contre, il ne touche pas à l'extérieur. Donc, on a encore cette magnifique bâtisse, unique dans la vallée. On a l'heure qui tourne et va falloir qu'on conclue l'interview.
Mais c'est hyper intéressant, du coup, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, qu'il y a une partie donc, de cette histoire de la maison et de ses habitants qui sont dans les brochures. Donc, à ne pas hésiter à aller les consulter. Elles sont disponibles à la maison du lieutenant. À l'Office du tourisme. Et à l'Office du tourisme de Voilà. Servoz. Chez aussi Hubert Trappier, l'épicier, l'épicerie à Servoz. Voilà. Et puis, on a un site. Donc, on peut nous trouver sur le site Servoz Histoire et Tradition. Super. Et j'aimerais juste qu'on finisse cette interview en parlant d'une dernière actu de l'association. Parce que donc, vous avez une conférence qui est organisée au mois d'août avec le glaciologue Luc Moreau et qui va se passer à la salle Jean Morel. Donc c'est le 7 août 2025. C'est ça, c'est jeudi prochain. Voilà, à 18h. Et est-ce que tu veux nous en dire 2 mots ? Oui, sur la langue des glaciers, il va expliquer le danger que fait courir la climatologie actuelle et future sur nos glaciers, qui ont déjà tellement diminué. Moi, quand j'étais petite, le glacier des Bossons descendait à la route. Ma mère a travaillé, était toute petite, parce que les enfants travaillaient de bonne heure, traversait le glacier des Bossons pour aller travailler de l'autre côté, parce qu'il y avait une buvette de l'autre côté aussi des glaciers des Bossons. Donc c'est un déchirement de voir ces glaciers disparaître, fondre. Voilà. Donc il va nous expliquer pourquoi donc, nos glaciers vont fondre. Nous en sommes la cause essentielle. Voilà. Et qu'est-ce que l'on peut faire à notre petit niveau pour protéger notre climat, pour faire en sorte que nous n'allions pas vraiment vers la cata. Merci beaucoup. Donc Voilà. ça, il faut venir le 7 août 2025, à la salle Jean Morel, donc il y a Servoz. Et pour finir, dernière actu, mais c'est la tienne très particulièrement, parce que donc, pour nos amoureux d'histoire, tu sors un livre, D'autres voix à Servoz, donc c'est en octobre. Est-ce que tu veux nous le... Alors, très rapidement, parce que ça, c'est perso, alors j'ai un petit peu honte quand même de faire ma pub. Voilà, donc mon petit livre sur d'autres voix à Servoz. Ce sont les animaux de Servoz qui racontent un épisode de leur vie et qui parlent de Servoz avec leur propre voix. Donc, c'est militant. C'est militant écolo, c'est militant pour la nature, c'est militant pour Servoz aussi, bien sûr. Mon village. Merci beaucoup Anne-Marie Daniel d'avoir été avec nous.